Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu? Avez-vous déjà pris le temps de vous poser la question entre vos 400 achats compulsifs de jeux de société puis de Kickstarter? Comment est-ce qu'ils font ça des jeux de société? Ben justement, dans cette nouvelle série que je commence aujourd'hui qui s'appelle Derrière le jeu, on va essayer de voir quelles sont les différentes étapes qui font que votre jeu favori est capable de sortir lors d'une soirée jeu. Parce que bien sûr, entre le moment où on a l'idée pour le jeu et le moment où on peut démolir tous nos amis pour la millième fois à Terraforming Mars, il y a plusieurs étapes entre les deux. Donc dans cette série, je vais interviewer différentes personnes dans le milieu du jeu pour essayer de voir si on peut pas trouver des réponses à certaines de vos questions que vous savez peut-être même pas encore que vous avez. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, comme ça vous n'allez pas manquer les prochaines vidéos dans la série. Et n'hésitez pas de mettre dans les commentaires les questions que vous avez par rapport à l'industrie du jeu et peut-être que je vais être capable de vous trouver les réponses. On joue-tu? Je suis là pour répondre aux questions, donc vas-y, balance les questions. Donc ma première invitée aujourd'hui, c'est Maude Chalmel, la personne responsable pour les dessins du magnifique Shaman. Je vous ai déjà parlé de Shaman sur cette chaîne et puis à quel point je trouvais que les illustrations étaient magnifiques. Et c'est justement ce jeu qui m'a inspiré à prendre contact avec Maude parce que j'avais plusieurs questions par rapport à l'illustration des jeux. Maude a travaillé sur les illustrations de plusieurs jeux que je vais vous présenter pendant la vidéo entre les questions. Alors dans le jeu Shaman, le processus de création c'était, j'ai déjà commencé par nommer tous les mondes parce que l'éditeur et le directeur artistique voulaient un rendu papier découpé, un peu théâtre d'ombre et avoir des univers bien distincts. Donc il a fallu déjà séparer les thèmes de couleurs et les différents univers. Donc une fois que je les ai tous bien nommés, bien distingués, je développais un des univers, par exemple l'univers de la montagne, un peu gris, et je commençais d'abord par la carte 8, celui qui était bien fini et bien entier, et ensuite j'enlevais à chaque fois un ou deux calques que je réorganisais pour que chaque carte soit à peu près bien faite, puis je rajoutais un petit chaman une fois de temps en temps. Et ensuite, je faisais valider la 8e et je déclinais tout et puis j'envoyais ça au directeur artistique. Et ensuite, pareil pour les petits chamans, j'ai fait 5 refs et puis 4, non c'est 5, j'ai fait 5. Alors je faisais un petit crayonné que je faisais valider et ensuite je mettais en couleur. Et ensuite on a décliné le plateau et puis toutes les petites pièces. Alors les changements de cartes d'une même couleur, ça représente l'évolution du monde, c'est-à-dire que le niveau 1 d'un monde, ça correspond à l'ouverture de ce monde, la porte s'ouvre. D'ailleurs on a une porte différente pour chaque monde, d'une forme différente. Pour ceux qui ne voient pas les couleurs d'ailleurs, ça peut les aider. Et donc il y a 8 niveaux, le monde 1 c'est l'ouverture de ce monde, donc il y a un élément, c'est un peu c'est la grande création quoi. Donc il n'y a pas grand chose à part un chaman et la base de son univers. Et au niveau 2, il y a toujours un ou deux petits éléments en plus. Le chaman a disparu mais il est toujours un peu là. Et au niveau 3, il y a 2 ou 3 éléments supplémentaires. Donc ce sont des calques qui viennent s'ajouter pour nourrir ce monde quoi. On ajoute un rocher, 2 petits champignons, 3 petits ballons. On a fait en sorte aussi qu'au niveau 6, le niveau 6 soit terminé, soit abouti. Pour que les parties à 3 ou 4 joueurs qui joue qu'avec 6 cartes est un monde abouti au niveau 6. Donc quand on joue à 5 joueurs, et le niveau 8 c'est que du bonus.
c'est très relatif. Sur Shaman par exemple, ça nous a bien pris 3-4 mois, on va dire, de bout en bout, entre le tout premier instant, coucou, on aime bien ce que tu fais, on aimerait que tu fasses notre jeu à nous, et le moment où ça valide, où on développe le truc, et où on fait les dernières pétouilles jusqu'à l'imprimeur, on va dire que ça fait... Enfin, moi, en tout cas, pour mon travail d'illustration, ça a bien pris 3 mois, je pense. 3 mois étalés, c'est-à-dire que tout condensé, bien dû travailler un bon gros mois. Si je mets tout condensé en 40 ou 50 heures par semaine, voilà. C'était un bébé du confinement en plus, donc c'était très très dense et hyper immersif, donc ça peut prendre beaucoup plus de temps sur un jeu où l'éditeur ou le directeur artistique ou l'illustrateur triste, tout ça. Quand les réponses, il y a un délai de réponse plus long, ça peut prendre effectivement plus de temps. Quand il n'y a pas de deadline aussi, puisque des fois si on veut faire le jeu avec toi, mais on n'a pas vraiment de deadline, donc c'est quand t'as le temps. Donc là ça peut prendre 1 an ou 2, voilà. En plus le contexte du premier confinement, ça a vraiment été, j'ai fait que ça. Et c'était très agréable du coup. J'aime bien travailler comme ça, être exclusif sur un travail, comme ça j'ai pas besoin de me recentrer. Je pense que oui. Après, je connais pas tous les jeux, mais en général, quand un jeu me plaît et que je regarde le nom de l'illustrateur ou l'illustratrice, c'est souvent soit sur la boîte, soit au dos. Il est bien souvent nommé, surtout quand les illustrations sont intéressantes. Quand il y a des jeux où l'illustration est vraiment secondaire, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Sinon, t'as aussi les jeux où la boîte doit être ultra épurée et du coup on met pas le nom dessus par choix artistique. C'est plus les droits d'auteur qui posent problème, sur lesquels on râle un peu parce qu'ils sont soit trop petits, soit inexistants. Et donc c'est là où on aimerait bien plus être reconnu. Oui, évidemment, quand des fois j'ai pas trop l'inspi et tout, je vais dans ma ludothèque et puis j'aime bien ouvrir une boîte de Jamaïca de Mathieu Lessen, même si je sais qu'il assume plus. J'adore Mysterium de Xavier Colette et de Igor Burlakov. Et puis de temps en temps aussi j'ouvre une boîte de Dixit, j'essaie d'avoir pas toutes les extensions mais presque. J'adore les versions de Jérôme Pellissier et Karine Indé, celle de Marina Coudray aussi et Paul Echegoyen aussi, j'adore vraiment, ça m'inspire beaucoup et ça me rebooste. Alors pour Shaman, pas du tout. C'est dingue parce que Cédric Chaboussi, je le connaissais pas. Et du coup, non, j'ai surtout traité avec Fred Wolf, qui était chargé de projet, je pense. Et Cédric, là, je l'ai rencontré que après le jeu. On a fait une partie ensemble, on s'est tous retrouvés après, une fois que le jeu était sur la première impression. Mais ça varie vraiment d'un jeu à l'autre, hein. Il y a des éditeurs, ils tiennent absolument à ce qu'on fasse une partie tous ensemble avant, il y en a qui s'en foutent complètement. Parfois même je rencontre personne sur le jeu. Il y a des jeux alimentaires, voilà, c'est vraiment une commande froide et distante. Et puis il y a les jeux de cœur où des jeux plus humains où on se rencontre, on s'éclate. Voilà. Ceux-là en général ils sont plus efficaces, on les développe mieux.
Donc un grand merci à Maud Chalmel pour les réponses à ces questions, puis j'espère que ça vous a aidé un peu à comprendre c'est quoi le métier d'illustrateur ou illustratrice. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur la page Instagram de Maud, et puis je vais aussi mettre dans la description un lien qui vous mène à sa page sur Board Game Geek, comme ça vous pouvez voir tous les jeux sur lesquels elle a travaillé. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Bisous, on joue-tu?